Est-ce que ça t'est déjà arrivé, comme parent ou même comme enfant, qu'il y a une situation de conflit et qu'un des deux personnages en présence d'autorité fasse une décision et que l'autre n'est pas tout à fait d'accord, mais pour la cohérence, va choisir d'aller dans la même direction. Donc, cette cohérence-là parentale, qu'est-ce que ça amène aux enfants? Qu'est-ce que ça peut amener à long terme pour eux comme adultes? Et qu'est-ce qui arrive quand on tombe dans des communautés où est-ce que notre parole peut être libérée sans condition, donc sans condition de performance, de fierté, de parure. Qu'est-ce qui arrive quand on tombe dans une communauté où est-ce qu'on peut partager réellement notre vécu et à quel point ça nous permet de voir certaines choses de notre quotidien qui fait aucun sens, mais qui est généralisé sur notre pouvoir de changer les choses au mieux pour nos enfants. Est-ce que ça a l'air complexe comme introduction, mais c'est ce que je te propose avec mon invitée Cindy Pétrieux dans cet épisode où on va parler de libération de parole. Deuxième épisode avec mon invitée Cindy Pétrieux et cette fois, on va parler de communauté, de village, de sororité. À quoi ça sert? Pourquoi? Puis je trouve ça super intéressant, l'histoire que tu m'as racontée pour m'expliquer pourquoi tu es allée vers ça. Mm-hmm. Mais moi, j'aimerais quand même dire que la sensation d'isolement, de se sentir seul comme on est, de se sentir seul à vivre ce qu'on vit, quand finalement, pas mal tout le monde vit les mêmes affaires, là, à plus ou moins des détails près. Je pense que c'est intéressant de se questionner à ce niveau-là. Puis qu'est-ce qu'on a à gagner à garder les femmes isolées finalement versus quand elles se mettent en communauté? Fait que j'aurais aimé ça, si tu voulais, Cindy, qu'on commence cet épisode-là par ton histoire. Ben oui, avec plaisir. Ben, OK. Moi, j'ai évolué dans ma vie de jeune adulte dans des milieux très masculins, politiques, syndicalistes, où clairement, j'avais beaucoup plus de facilité à être en lien, en relation avec les hommes. Pas forcément toujours de façon très saine, by the way, mais j'avais très peu... j'avais pas de gang de filles, j'avais pas vraiment de chum de filles. C'était comme... C'est ça. J'en avais, mais j'avais vraiment beaucoup plus de facilité et puis beaucoup plus de plaisir à être avec les hommes. Puis, c'est ça, la vie a fait que j'ai rencontré mon amoureux, je suis devenue enceinte, je suis arrivée au Québec. Puis, en arrivant au Québec, j'ai vraiment été... Tu sais, je suis arrivée avec une bedaine de 7 mois. Là, j'ai tout me renvoyé à ma maternité. C'était même un peu intense. J'ai l'impression d'être devenue un utérus sur pattes alors que quelques mois avant, j'étais dans des cabinets de ministres à négocier des affaires. Tu sais, c'était un peu spécial. Puis, en sortant de mon accouchement, comme je racontais tout dans l'épisode précédent, j'ai vraiment pris conscience de la puissance enchanteresse, comme j'aime dire, de comment c'est une possibilité de se réapproprier son corps, de se réapproprier comme beaucoup de choses, de passer à travers des traumas, etc. Et donc, je me suis engagée dans la défense de droit en périnatalité. Donc, veux pas, j'ai été entourée que de femmes ou presque. Ça a bien été, mais tu sais, c'était un changement de paradigme à 360 degrés pour moi. Puis, j'ai pas pris conscience tout de suite de à quel point ce nouvel environnement, pour moi, avait un impact sur ma façon de voir les choses, etc. Il y a eu un autre événement. En fait, je suis devenue enceinte quelques temps plus tard et j'ai vécu une grossesse qui s'est spontanément interrompue. C'était une grosse épreuve pour moi. J'étais à presque 12 semaines. C'était une grossesse non planifiée, mais souhaitée quand même. Fait que, bref, c'est ça. Ça me fait des petites émotions, je vais en reparler. Sujet tabou, d'ailleurs, dont on ne parle pas assez, selon moi. Et donc là, on m'a invitée à aller à une tente rouge. Moi, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Ça avait l'air un peu ésotérique, ça avait l'air un peu bizarre, tu sais. On me dit, oh, c'est un sac de parole, tu sais. Puis je connais la fille qui l'organise, fait que j'ai confiance, j'y vais. Puis on est 5-6, là, on est juste une petite gang. Puis moi, je suis là, puis je suis ben intimidée, là, tu sais. Puis elle explique un peu comment ça marche, le principe du bâton de parole, tu sais, qu'on attend chacune son tour pour parler, que c'est un espace où on s'écoute, c'est pas un espace où on se donne des conseils, que c'est un espace où on accueille avec bienveillance, où on est invité à être en présence à soi-même et tout ça, toutes des concepts, moi, qui sont un peu comme « What the fuck? Qu'est-ce qu'elle raconte? » Parce que souvent, quand quelqu'un nous conte son malheur, on est en mode solution. Exactement. Mais là, tu devrais, puis il faudrait, puis machin, puis ou commentaire. Oh, t'es donc bien courageuse. Ou... Non, là, on sait pas un espace pour faire des commentaires.
Et donc, on embarque là-dedans, j'embarque là-dedans. J'ose prendre la parole, puis je me surprends à me mettre à pleurer, puis j'ai juste des regards de compassion, puis une petite main posée sur mon épaule. Mais on ne vient pas non plus essayer de guérir à tout prix la tristesse que je suis en train de vivre. Juste on l'accueille. Ah, puis ça, là, oh my God, je suis sortie de là, j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Puis je suis allée à d'autres cercles, j'ai commencé à créer plus intentionnellement des liens avec d'autres femmes. Puis, à force d'aller de cercle en cercle, j'ai pris conscience que la violence que j'avais pu vivre, que les épreuves que j'avais pu vivre, on était beaucoup à avoir vécu la même chose ou quelque chose de très similaire. Et là, la prise de conscience, je suis plus dans le jeu, on devient dans le nous. Et dès lors qu'on devient dans le nous, on devient dans une autre forme de puissance aussi. On n'est plus la weirdos de la gang. En fait, on est toutes weirdos ensemble. Fait que peut-être qu'on n'est pas weirdos, c'est peut-être le monde autour qui est weirdos. Fait que ça remet un peu les pendules à l'heure, ça permet de reprendre ce qui nous appartient, de laisser ce qui nous appartient pas. Et c'est sûr que je suis une militante d'envie et je crois très, très fermement qu'on ne change pas les choses avec une somme d'actions individuelles. Tu sais, il y a beaucoup ce discours en ce moment, il faut se changer soi-même pour changer le monde. C'est pas complètement faux, mais c'est largement insuffisant. Là. Tu sais, la réalité, c'est qu'on a besoin de faire collectif, on a besoin de se retrouver ensemble. Puis tu parlais d'isolement juste avant, aussi déjà pour contrer cet isolement, qui est pas un isolement naturel. Nos communautés humaines ne vivent pas comme ça, normalement, pas chacun dans sa maison. Donc, on a besoin, je pense, intentionnellement de recréer des communautés, pas uniquement de femmes, mais là, on parle de sororité, d'adelphité, de cette personne qui vivent des oppressions similaires. Fait que c'est ça. Oui. Puis d'un autre côté, tu sais, dans les groupes, là, je parle vraiment du personnel, mais ce que j'observe aussi, souvent quand on va se ramasser dans un groupe où il n'y a pas nécessairement cet espace-là d'être vulnérable. On va plutôt partager nos bons coups, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui nous valorise finalement. Donc, on a notre ego qui est très grand. Puis, au niveau de nos enfants aussi, tu sais, souvent, on va partager qu'est-ce qui nous rend fiers, qu'est-ce qui... Tu sais, c'est rare qu'on va avoir l'espace de dire « Hey, c'est dur en ce moment pour moi. » Puis qu'on va avoir l'espace juste de s'ouvrir à ça. On va tout le temps avoir cette espèce de petit ego-là qui nous amène finalement à ne partager que le beau. Oui, puis ça n'a pas sa place dans un cercle de parole, par exemple. Je me rappelle une fois un cercle, il y a une femme, je l'entends parler, puis on doit être dans le non-jugement, etc., mais on reste des êtres humains, puis je l'ai écoutée, puis je fais comme, j'ai l'impression que j'ai pas accès à elle, tu sais, c'est comme, elle dit pas tout. Et on a tout un temps de parole, etc. On était très nombreuses, on était 12 ou 13, donc c'était quand même un gros cercle. Puis à la fin, tu sais, la personne qui facilitait, elle dit, avant qu'on ferme le cercle, est-ce qu'il y a une personne qui aurait quelque chose à déposer? Puis cette femme-là, elle reprend la parole, elle dit... J'ai pas été sincère tout à l'heure. Je me rends compte que j'ai été dans mon ego, puis le fait que vous ayez toutes partagé la vulnérabilité de ce que vous vouliez partager, etc., ça me permet d'y aller. Puis là, elle a refait un partage, puis là, c'est comme si je la rencontrais là. Tu sais, genre là, ce qu'elle disait, puis ce qu'elle dégageait, c'était aligné. Fait que non, c'est clair qu'on n'a pas l'habitude, mais parce qu'on nous traite de chialeuse. Puis moi, j'ai déjà eu une fois une femme qui est venue dans un de mes cercles. Elle est partie. Ouais. Elle est partie. On en a parlé. Ouais, c'est ça. Elle est partie, puis c'est bien correct. Tu sais, c'était pas un espace pour elle, ou elle n'était pas prête pour ça, ou elle avait d'autres besoins, ou elle avait trop de blocages. Peu importe, ça la concerne. Ça me regarde pas. Mais par contre, ce que j'ai vraiment eu du mal par la suite, c'est qu'elle a dit moi, je suis pas venue dans un cercle pour entendre des chialeuses. Et ça, j'étais comme non, en fait, ça, c'est no fucking way, là. Tu diras pas ça. Parce que les femmes qui ont partagé dans toute leur vulnérabilité les épreuves qu'elles ont vécues, etc., elles sont pas en train de chialer. Elles sont en train de déposer des mots qu'elles ont jamais pu dire ailleurs. Elles sont en train de déposer une parole où elles ont jamais reçu de reconnaissance pour ça nulle part ailleurs. Et cet espace-là, il est sacré. Et il faut qu'on s'en crée parce que qu'on s'en crée, qu'on fabrique, je veux dire, des espaces comme ça, parce qu'on les a pas. Puis c'est pas une question de chialer, c'est une question de déposer des choses qu'on a en dedans de nous pour pouvoir être plus légère ailleurs et pouvoir être en meilleure connexion ensemble avec d'autres femmes, mais aussi avec toutes nos autres relations. Puis le mot victime, justement, on va en parler.
si ça te tente, parce que le mot victime, il est vraiment très vu péjorativement dans notre société. Puis on parle de victimiser, c'est un problème. Agis pas comme une victime, victimise-toi pas. Les gens qui agissent comme des victimes peuvent pas ça. Fait que c'est comme si être victime de quelque chose, c'était notre faute de l'être, puis qu'il fallait à tout prix éviter d'être une victime. Puis je t'ai déjà entendu parler sur le sujet, c'est pour ça que je t'amène là, parce que je l'entends encore beaucoup, même dans des cercles de parole d'entrepreneurs qui sont là pour changer le monde. Je réalise à quel point c'est précaire à ce niveau-là, cette conception de victime-là. Puis je trouve que c'est important qu'on en parle, parce qu'on est toutes victimes de quelque chose, puis on l'a refoulé pour pas se faire dire qu'on était victime, mais au contraire, ça nous a enlevé de la puissance au bout du compte. Fait que je ne sais pas si tu as envie de nous partager un peu ton opinion sur ce mot-là. Ben oui, avec plaisir. Ben, d'abord, moi, je fais une différence entre le mot victime et victimisation. Je vais m'expliquer après. Victime, c'est pas qui tu es. C'est un état à un moment donné. On est victime de quelque chose. Par exemple, je ne sais pas si tu as vécu une agression sexuelle. Oui, tu es victime. Et ça a besoin d'être reconnu comme tel, tu sais. Et en parler, dénoncer, c'est pas se victimiser. C'est dénoncer un fait. Un fait. C'est dénoncer un geste, un propos, un whatever, inacceptable. C'est pas de la victimisation. La victimisation, moi, la définition à laquelle j'adhère, c'est une personne qui n'est pas victime et qui se crée comme une victime. Et je trouve que les champions pour ça, c'est pas mal tous les hommes qui nous font des développements personnels à nous dire « Agis pas comme une victime, machin, etc. » Puis qui après vont chialer sur le féminisme. « Ouais, mais en tout cas, maintenant, on peut plus être un homme cis hétéro. » Et ça, c'est de la victimisation. Tu es pas en posture de victime. Tu n'as pas vécu puis tu es peut-être victime d'autre chose. Attention, hein, je dis pas que les hommes vivent rien du tout, là. Mais c'est juste que d'un état où tu n'es pas une victime, où tu es peut-être au contraire l'oppresseur ou peut-être même l'agresseur, tu construis un état de victime. Ça, c'est de la victimisation. Puis on le voit beaucoup quand même. C'est juste Gérard Depardieu, si on va dans l'actualité française. Puis là, je parle même pas de Macron. Je sais, je comprends, mais on va juste en parler là, un petit peu, OK? Pas besoin d'aller loin. Je m'autorégule dans mon système nerveux. Cindy, ça va. Non, ça va pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pauvre lui, c'est un trésor national. On vient parler contre lui. Si on avait changé la musique derrière ses propos, ça n'aurait pas été vu comme une agression. Tu sais, il est vraiment... Fait que ça, on le voit beaucoup quand on dénonce. Macron qui part dans le complotisme en disant « Oui, ses lèvres ne correspondent pas au son qu'on entend. » Alors lui, le complotisme, c'est quand ça l'arrange. Hein? C'est quand ça l'arrange, oui, effectivement. Fait que on le voit beaucoup dans les dénonciations. Tu sais, il y a beau être 20 femmes à dire « Hey, cet homme-là m'a agressé. » Pauvre gars! Hey, on y enlève de la lumière sur son métier. Puis ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un agresseur ne va pas agresser 24/7. T'sais. Souvent, ils vont être des super humains dévoués à plein d'aspects de leur vie. On a toutes des personnes de notre entourage qui ont déjà fait une agression sexuelle. C'est sûr et certain. Tu sais, genre, si tu regardes les stats, c'est juste comme impossible que tu connaisses pas un agresseur sexuel. C'est impossible. Ben, j'essayais de voir, parce que si c'est une femme sur 3, si c'est un homme sur 3, à moins qu'il y ait un gars qui fait plus que... Tu sais, mais c'est ça. Fait qu'autour de nous, on a toutes des agresseurs qui nous entourent. Puis c'est tellement des gars. Ils nous aident à déménager. Ils nous aident à venir peinturer. Ils nous amènent une lasagne quand on vient d'accoucher. C'est des maudits bons gars, là, tu sais, qui performent à la job puis tout ça. Fait que ça aussi, il faut se questionner. Tu sais, quand quelqu'un dit « Hey, moi, il m'a agressé sexuellement », souvent, ça fait tellement de dissonance dans notre cerveau qu'on se dit « Ben non, c'est vraiment un bon gars, c'est sûr que non ». Fait que là, ce gars-là, ben là, il va devenir la victime. Puis moi, comme thérapeute qui suis beaucoup de victimes d'agressions sexuelles. Oui. Je l'observe. Puis j'ai même là, je vais dire, cocotte, c'est super infantilisant, mais j'ai des enfants, des jeunes adolescentes qui viennent me voir pour leur douleur résiduelle, puis elles viennent de leur agression. Puis finalement, leur agresseur, c'était dans la famille. Et la famille a choisi de se dire, ben non, ton père, il est ben trop fin. Ben non, mon oncle, il est ben trop fin. Ben, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Et c'est la petite... Parce que c'est un enfant qui a été exclu de sa famille et c'est arrivé tellement souvent. Puis là, on se dit tout, hey, si ça arrive autour de moi, ma fille dénonce mon chum, ma fille dénonce mon frère, bien,
le réflexe, ça va être plus facile de se dire elle exagère avant le mal perçu, puis de prendre du bord de la personne qu'on aime depuis toujours. Puis on va beaucoup tout le faire. Puis on pense pas qu'on va le faire. On va se dire hey, si moi ma fille dénonce, mais au bout du compte, en dedans nous, ça vient chercher de quoi. Puis effectivement, le gars va devenir la victime. Hey, pauvre gars, il s'est fait dire qu'il a agressé. On a détruit sa vie. Puis dans le quotidien, ça va se répercuter dans des petites choses. Puis ça, moi, mon chum, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé parce que des fois, il n'était pas habitué que je mette mes limites ou que je donne des consignes claires sur ce que moi je veux. Puis souvent, bien, il allait le prendre comme une agression personnelle. Parce que je venais de dire, puis ça, on n'a pas parlé dans le dernier épisode, je voulais en parler, mais du gaslight. Parce que le gaslight, c'est justement de répliquer à une forme d'agression qui est simple du quotidien, puis de se faire reprocher notre réaction. Fait que là, on se ramasse qu'on réagit à une agression, puis on se fait reprocher notre réaction à l'agression. Fait que souvent, par exemple, si quelqu'un te dit quelque chose, puis tu dis « Aïe, je ne trippe pas quand tu me dis ça », tu sais, ben la personne va nous reprocher notre ton. Elle va nous dire « Hey, tu parles trop fort, tu cries trop fort, tu gâches la journée là, en ce moment en réagissant comme tu réagis là. C'était juste une blague, pourquoi tu fais ça? » Fait que c'est comme invalider, puis de ramener ça, hey, pauvre moi. Moi, je te dis quelque chose, tu le prends pas. Pauvre moi, ça m'agresse ta réaction, tu sais. Fait que ça, c'est le gaslight. On en vit tellement beaucoup, puis ça peut être aussi simple que, tu sais, un exemple de gaslight récent, par exemple, mon bébé était nouveau-né, il fallait que je travaille. Puis mon chum voulait sortir dehors pour me laisser travailler. Fait que son intention était bonne parce que le bébé, je l'ai tout le temps au sein. Il va avoir 2 ans, je l'ai tout le temps au sein, OK? Mais dans ce temps-là, c'est un nouveau-né. Fait que ça avait plus rapport. Là, il n'y a pas rapport, mais il continue à être tout le temps au sein. Fait qu'il est tout le temps au sein. Puis là, mon chum s'est dit, hey, on va aller marcher en poussette. Elle va avoir comme 1 heure full concentrée. Elle n'aura pas à le remettre au sein. Merci, tu sais. Mais moi, j'ai dit, hey, je suis stressée que tu partes, là. Tu sais, il boit tout le temps, OK? J'aimerais ça l'allaiter avant que tu partes. Puis là, sa réaction, ça a été « Hey, moi, j'ai une bonne intention. » Puis là, tu viens de me dire que mon intention n'est pas correcte tout de suite, tu sais. Puis il a été hyper fâché de ça. « Crie-moi pas après. » J'ai même pas crié. Change de ton. Mais mon ton, il est parfait. Je fais juste te dire « Je veux l'allaiter avant que tu partes. » Puis il était super fâché. Fait que ça, c'est une forme de gaslight. Puis les filles, je vous invite à vous ouvrir puis partagez-nous des exemples parce que le gaslight, il est partout. Oui. C'est simple comme ça. Mais c'est justement le gars qui devient la victime, qu'on met nos propres limites, qu'on vient partager qu'est-ce qu'on veut vraiment. Il devient victime de tout ça. Ou juste, tu sais, j'en ai parlé, mais c'est souvent ça aussi. Quelqu'un dit quelque chose, c'est choquant, tu dis « Je suis pas vraiment d'accord. Hey, c'était juste une blague, réagis pas de même. » Ça aussi, ça en est, tu sais. Ouais, tout à fait. Ouais. Vraiment. Oui, fait que c'est la victime. Je sais pas quoi dire de plus. L'homme victime. L'agresseur, plutôt, victime de ses agressions, les répercussions de ses actions. Puis ça, on l'a dans notre quotidien comme femme tout le temps. C'est pas juste après un viol, tu sais. Ben attends, j'ai un exemple récent. Là. Je suis dans un groupe de réseautage de mères. Et il y a un gars dedans. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Et là, il vient chialer que sur un autre groupe de femmes entrepreneuses, le groupe s'appelle Femmes Nanana, fait que tu sais, genre, tu sais que c'est un groupe de femmes, il était dedans, et visiblement, il n'est pas une femme. Il dit qu'en gros, il s'est fait virer du groupe. Et là, il vient chialer sur le groupe de mères. Elles m'ont viré, nanana, sans préavis, c'est inacceptable. Je trouve ça pas cool. En plus, j'avais des suivis à faire. Et puis là, vous comprenez. Enfin, moi, ça me fait du mal au moral ou je sais pas quoi. Bref, je sais pas quoi il écrit. Mais moi, j'avais vraiment envie de juste écrire un commentaire où j'aurais écrit ouin. Mais je me suis dit que c'était pas très pédagogique. Tu sais... viens pas faire ton ouin-ouin, là, tu sais. Puis je voyais toutes les mères du groupe qui lui répondaient « Ah, en plus, t'as tellement un grand cap et tout ça, puis nanana. » Puis moi, j'écris, je fais « Ben, écoute, tu viens d'expérimenter, en fait, ce qu'on vit tout le temps. Donc, tu sais, je veux dire, on se fait tout le temps rejeter. Puis tu peux pas parler de discrimination. C'est un groupe, clairement, de femmes. Là, tu devrais aller t'en renseigner sur l'importance de la non-mixité, tu sais, d'avoir des espaces non-mixtes par moment. C'est important, tu sais. Je sais pas, tout à l'heure, on parlait par exemple d'agression sexuelle dans un groupe de parole juste entre femmes où tu mets un homme là, la dynamique de groupe, elle vient de changer complètement. Tu parles plus de la même façon. Puis c'est correct, c'est comme ça, on est là, tu vois. Et le gars, en plus, il me répond non, mais je sais très bien c'est quoi l'oppression parce que je suis gay.
comme si parce que t'étais gay, genre d'un coup ça te donnait une certaine vertu, tu sais. Et puis je dis, tu sais, les réseaux de lesbiennes là, féministes, elles ont mis de l'avant que dans les fiertés à Montréal, elles ont vécu de l'intimidation, elles ont vécu de l'invisibilisation par les groupes gays, donc ça n'a pas rapport ton affaire. Puis j'essaie de lui expliquer de comme tu peux pas venir chialer, dire que t'as pas eu de préavis, t'as pas eu de, tu sais, parce qu'en plus après il répondait à une femme du groupe de mères, oh heureusement qu'ici vous êtes bienveillante. Je lui dis non, ça c'est un gros nom en fait, c'est une mise en compétition des femmes entre elles, et ça tu peux pas venir faire ça ici, c'est pas un espace pour venir faire ça. Et d'ailleurs il devrait pas y avoir d'espace pour faire ça, pour nous mettre en compétition de la sorte. Si tu comprends l'oppression, tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Si tu comprends ce que tu es en train de faire, tu peux pas le faire, quoi. Bon, il a quand même supprimé son post après, donc je me dis que peut-être que le message s'est rendu ou peut-être pas. Puis... Mais tu sais, il y avait un côté... Pauvre moi, puis tout ça. Puis là, il venait chercher la sympathie, puis il venait la chercher la sympathie en mettant de l'avant le fait qu'il était gay, mais ça n'a pas rapport, en fait. Puis qu'eux autres, ces femmes-là, ont plus de valeur parce qu'eux autres, ils l'aiment plus, lui. T'sais. Exactement. Les autres avaient moins de valeur. Exactement. Puis ça, cette compétition entre femmes-là, on la voit partout aussi. Exactement. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le virtuel, à quel point de m'unir à d'autres femmes puis de vouloir leur succès m'amenait mon succès à moi. Puis j'étais beaucoup plus à l'aise avec ça. Fait que moi, quand je vois une autre physio du Pyrénées sur le web faire de quoi de gros, puis je me dis... malade, tu sais, c'est pas, je me sens pas comme, hey, je perds de la place. Au contraire, de la voir autant rayonner puis de la voir autant toucher, je me dis, ça nous donne plus de pouvoir en tant que physio du Pyrénées. Puis là, tu sais, je m'arrête à la physio du Pyrénées, mais c'est dans plein d'autres aspects de la vie où est-ce que la compétition entre femmes est utile parce que ça permet justement de laisser des comportements qui sont oppressants perdurer dans le temps. As-tu d'autres exemples que tu pourrais nous donner de compétitions féminines qui vont nous distancer un peu puis nous empêcher de vivre cette communauté-là qui est importante? Dans la vie professionnelle, dans l'entreprise. Tu connais le syndrome de la Schtroumpfette? Ben, j'imagine, dis-le, parce que effectivement, il y a juste une Schtroumpfette d'un Schtroumpf. Ah, exactement. Il y a juste une Schtroumpfette qui répond à tous les stéréotypes attendus d'une Schtroumpfette. Donc, elle est cute, elle a la bonne taille, elle a le bon look, elle est gentille, elle est bref, c'est tout ce que les Schtroumpfs attendraient d'une Schtroumpfette, mais il n'y en a qu'une. Et en fait, on le voit aussi dans le milieu professionnel, on le voit dans plein d'endroits, mais là, c'est le milieu professionnel qui monte quand j'y pense, où... il peut y avoir des femmes qui réussissent, mais comme si on pouvait pas toutes réussir. Il faut, tu sais, genre, comme si on pouvait pas être toutes reconnues. Donc, il va y avoir une espèce de compétition qui va se mettre en place. C'est pour ça qu'on dit, les femmes dans le monde professionnel, elles sont vraiment pires entre elles, etc. Mais elles sont-elles vraiment pires entre elles ou en fait, un moment donné, si tu veux pouvoir progresser en termes de salaire, en termes de poste, c'est une game que tu as, entre guillemets, pas le choix de jouer. Je pense qu'on peut quand même décider de s'en extraire, mais à quel prix? À quel coût? Puis, c'est pas fait de façon consciente, là. On se dit pas, je vais tout taper sur la tête des autres pour être devant. C'est toutes des choses qu'on a enregistrées de façon inconsciente. Il y a plein de conseils d'administration, de grosses entreprises ou quoi que ce soit, où tu vas avoir 20 mecs autour de la table et une femme. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps comme ça. Donc, évidemment, ça inscrit petit à petit dans notre imaginaire que, comme il y en a une, on est en compétition. Et que pour être valorisé, il faut adopter les codes des personnes qui sont majoritaires dans cet environnement-là. Donc, si les personnes qui sont majoritaires dans cet environnement-là, c'est des hommes, petit à petit, éventuellement, tu adoptes comme leur code de cet environnement-là. Et c'est pour ça que pour moi, ça a été hyper apaisant de me retrouver dans des milieux où, en fait, je travaille qu'avec ou presque uniquement avec des femmes. Ça change tout. Ça ne veut pas dire que d'un coup, c'est le paradis magique, etc. Loin l'en s'en faut, mais il y a un rapport qui est différent. Ça vient bousculer. Donc, ouais, il y a ça. Il y a toute la compétition. C'est sûr que maintenant, à 36 ans, je le ressens un petit peu moins, puis et tout ça, mais tu sais, par rapport au couple, par rapport à trouver... être reconnu par le bon gars, etc., dans les établissements scolaires. Puis tous les films basic comédie ado, là, c'est basé sur ça. Il y a la petite starlette du lycée. Puis après, il y a la pick me girls, qui va être... t'as la fille populaire, qui est souvent blonde, avec des longs cheveux, puis qui est habillée en rose, puis qui est les cheerleaders. Mais on a vu aussi dans
dans les comédies, de plus en plus mise en scène cette fille un peu plus rebelle, un peu gothique ou un peu punk souvent. Tu sais, j'essaye de ramener un peu les images pour qu'on puisse se visualiser dans une comédie en particulier, mais j'ai pas d'exemple spécifique qui monte en tête, mais qui va être la fille cool. Ben, tu sais... ne serait-ce que dans Sex Education, tu sais, la fille cool, c'est celle qui est un peu rebelle, qui est habillée en noir, machin, etc. Et donc, il y a... mais bon, c'est loin d'être la pire série, là, je donne cet exemple. C'est une bonne série quand même, parce que ça l'ouvre à plein de choses, même si c'est pas parfait, là. Exactement. Mais tu sais, c'est ça, il va y avoir... en tous les cas, c'est une fille. Tu vois ce que je veux dire? C'est une femme. Donc, quoi qu'il arrive, qu'on veuille performer le genre cheerleader ou qu'on veuille performer le genre punk gothique, puis c'est vraiment là, je fais des caricatures là, pour qu'on comprenne un peu l'image, ben, ça reste que c'est une. Fait que c'est assez dur à naviguer, puis à juste prendre conscience tout d'abord. Mais prendre conscience, parce que moi, je m'en rendais pas compte dans le temps que j'étais cheerleader, mince, trop, super belle, performante dans tout. Et pour moi, la vie, c'était réglé, là. On n'avait plus besoin de bataille parce que c'était égalitaire. Mais j'étais tout le temps bien traitée. Moi, si je me faisais arrêter par la police, je l'avais pas, mon ticket. Ben oui. J'étais ben trop cute, tu sais. Je correspondais, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui l'a dit, puis là, je sais même pas si c'est comme ça que je devrais le dire, là, mais quand les gars, ils voudraient te mettre dans leur lit, est-ce qu'ils te traitent bien, tu sais? Puis moi, depuis que je suis grosse, on veut plus me mettre dans le lit, tu sais? Fait que je le vois maintenant qu'on me regarde pas dans les yeux, on me sourit pas pareil, on me traite pas pareil partout. Chez le médecin, les policiers, peu importe la personne, je suis pas traitée de la même façon. C'est là qu'on réalise, hey, il y a du chemin à faire. Puis moi, mes garçons, j'ai-tu envie qu'ils traitent bien les femmes qui veulent baiser? Ou je veux qu'ils traitent bien tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même quelque chose. Puis tu sais, là, moi, j'avais envie qu'on parte sur de quoi, mais là, je te vais écrire là-dessus. Ben, en fait, ce que tu dis, moi, ça me... j'ai un IMC qui me situe dans l'obésité. On déconstruit l'IMC pas aujourd'hui, mais si vous voulez déconstruire l'IMC, il y a un super podcast de Looney qui va déconstruire tout ça. Voilà. Donc, allez écouter si vous voulez déconstruire cette connerie l'IMC, désolé pour le terme. Qui a été fait sur des hommes de 30 ans. Ils n'ont jamais pris en considération les fluctuations hormonales, les changements, les besoins des femmes. Fait que c'était juste l'homme. Tu sais, ça tourne autour de l'homme tout le temps. Fait que l'IMC tourne autour d'un homme. Oui, il n'y a rien à voir avec les femmes, là. Et ça ne différencie pas masse adipeuse, masse osseuse, masse greffe. Ben non, parce que moi, j'étais considérée obèse quand j'étais gymnaste, une athlète, parce que j'étais tellement musculaire. Hey, j'étais à balance, ça, j'étais lourde en maudit. Moi, il y aurait une tournage, je ne serais pas levée dedans, là. Mais j'avais aucune once de gras, tu sais. Oui. J'étais là vraiment très mince, mais j'étais musclée, j'étais shapée. Puis moi, on m'a tout le temps... Puis ça m'a rendu anorexique, mon poids. Moi, j'ai été un enfant anorexique jusqu'à temps que j'accouche de ma première. Puis j'ai voulu être anorexique après l'enfantement de ma première parce que c'est qu'est-ce que je connaissais de mieux pour être maigre. Puis j'ai réalisé que j'avais pas la force de m'occuper de ma fille si je mangeais pas. Et que je me suis dit, OK, je pourrais pas faire ça. Tu sais. Puis là, ça en est suivi plein de patterns dégueulasses. Mais c'est quand même... Mon IMC faisait en sorte que je pensais que j'étais grosse en étant tellement, tu sais, j'avais le six-pack puis tout, mais je pensais que j'étais grosse. Fait que, tu sais, c'est quand même violent, mais ça l'amène, tu sais, puis même sur les réseaux sociaux, souvent, on veut me taire. Puis ça a déjà presque fonctionné parce que j'étais dans une période où est-ce que je me questionnais beaucoup sur pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu t'affiches? Tu sais, c'est quand même de l'énergie, puis on me disait, t'es trop grosse, tais-toi. T'es trop grosse, tu représentes pas bien la santé, t'es trop grosse, tu devrais Ah oui, ben alors taire. déjà, on peut-tu déconstruire ça, là, santé et grosse, là? Mais attends, je vais juste peut-être revenir sur l'histoire d'avant, justement, parce que j'étais en consultation chez un médecin, et j'avais fait un arrêt cardiaque 2 ans avant, je reviendrai pas sur les conditions de pourquoi, comment, mais je voulais faire un suivi médical, j'avais eu aucun suivi médical, puis j'avais l'impression d'avoir parfois un peu des palpitations et tout ça, donc j'étais comme, tu sais, j'ai quand même fait un arrêt cardiaque de 32 secondes. Là, peut-être que ce serait le fun de faire un suivi. Puis, donc, il prend différentes informations, etc. Puis là, il me dit, vous pesez combien? Je sais pas, j'ai pas de personne chez moi. Il me dit, allez vous peser, revenez. Bon, ça me fait chier, je vais me peser, je reviens. Puis là, il lève même plus la tête sur moi. Il prend son téléphone, je le vois ouvrir la calculette, tac, 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 tac. Il est en train de calculer mon IMC, clairement. Il n'a pas relevé les yeux sur moi de toute la fin de la rencontre. Il m'a dit, faudrait déjà commencer par adresser votre obésité. Non, mais Cybole, tu penses-tu que je suis retournée le voir, ce médecin? Penses-tu que j'ai fait le moindre suivi? Je n'ai pas fait de suivi.
Puis c'est ça. Puis là, ton cœur, on ne sait pas, tu sais. C'est grave parce que à cause de ça, peut-être que toi, tu as quelque chose, tu avais besoin d'aide, puis tu ne l'as pas eu à cause de ce médecin grossophobe-là. Puis tu vois, nous, on l'a vécu avec Mérédith. Ouais. Ma fille de 9 ans, elle a eu des grosses douleurs. Je veux juste mettre en contexte parce que c'est de la grossophobie, c'est vraiment dangereux. Ma fille a eu des grosses douleurs violentes, inférieure droite abdominale, le 16 octobre 2023. Puis on est allé à l'urgence, ça s'alignait pour une appendicite, puis pour la chirurgie, tout ça. Mais plus ça allait, plus la douleur diminuait. Puis finalement, on est retourné à la maison sans chirurgie parce que c'est pas typique d'une appendicite là, d'avoir une douleur. Fait que finalement, on a pu retourner à la maison, puis on a eu des suivis, mais pas comme on voulait. Puis ma fille a eu peur de mourir parce qu'elle avait tellement une douleur violente, elle disait je vais en mourir, je vais en mourir. C'est pour ça qu'on est allé à l'hôpital. Puis après ça, elle a dit les enfants meurent, les enfants peuvent mourir. Puis elle s'est mise à avoir vraiment peur, des flashbacks, des cauchemars, puis tout ça. Puis elle avait mal au ventre, elle faisait des cauchemars, elle n'arrivait pas à dormir. Puis je me suis dit bon, ben là, elle est comme en choc post-traumatique. Allons consulter la psychologue. Puis finalement, quand on voyait, elle n'allait plus à l'école, elle s'isolait de plus en plus, elle avait toujours mal au ventre. Je me dis, Caroline, tu sais, c'est gros, je vais aller voir les médecins, on a besoin d'aide. Tu sais, faut-tu qu'elle soit hospitalisée, je ne sais pas, tu sais. Puis la médecin a dit, ben je vous arrête tout de suite. Il y avait du sang dans ses urines, il y a du sang dans ses selles. Puis finalement, tu sais, 4 tests plus tard, elle a toujours du sang, du sang, du sang. Fait qu'il a fallu vérifier. Puis ma fille a perdu une 20aine de livres. Puis c'est une enfant de 9 ans. Puis quand on est allé voir un médecin en suivi, la médecin... elle savait pas trop quoi dire, ça vient d'où, c'est quoi. Tu sais, on est rendu plus loin avec des spécialistes à Sainte-Justine, on est chanceux, mais la médecin normale, pédiatre normale, elle savait pas trop quoi dire. Puis, elle a calculé l'IMC de ma fille, puis elle dit, en tout cas, on peut-tu dire que son IMC est mieux maintenant? Fait que là, je la regarde, je dis, je suis désolée, madame, ma fille, si elle a perdu 20 livres là, dans les 2 derniers mois, c'est parce qu'elle est malade, elle dort plus, elle fait des cauchemars, elle n'arrive pas à manger parce qu'elle est en douleur, elle saigne de tous ces trous-là. OK? Tu viens me dire, tant mieux si elle a perdu du poids. C'est l'opposé de la santé. Exactement. C'est l'opposé de la santé. Ma fille a perdu du poids par maladie. Puis elle est en train de me dire qu'elle est plus en santé. Mais le lendemain, là, mon ado, qui a tout entendu ça, elle n'a pas voulu déjeuner. Elle a mangé juste sa pomme pour le dîner. Il a fallu que je sois attentive parce que j'étais anorexique, j'ai vu les signes, mais ma fille allait devenir anorexique à cause de ça. Puis ça, c'est dangereux. Puis c'est vraiment grave. Fait que c'est la grossophobie, là, tu sais, tu me parles là-dessus. Puis là, si tu te mets en colère, on va dire que tu es une hystérique qui fait pas confiance au système de santé, là. Mais si l'arbitre au hockey prend une mauvaise décision, là, on va être en colère, puis c'est bien vu. Exactement. Mais quand c'est vital puis profond à ce point-là, il faudrait que je le dise dans l'amour. Ben oui. Hey, je suis désolée, là, mais t'es un danger, tu sais. C'est ça, la réalité. Fait que là, ça... On s'éloigne. On revient à pourquoi on a besoin d'une communauté. Puis ça, tu sais, dans les pressions que les femmes subissent, je trouve, surtout en couple ou mère, c'est beaucoup d'entretenir le lien avec le père. Puis moi, comment je le vois souvent, c'est le père qui va pas nécessairement se remettre en question et qui va pas nécessairement chercher à évoluer parce qu'il est tellement privilégié d'être dans l'une sur le sofa pendant que le bordel est prêt à côté ou d'aller faire caca quand il faut vider l'épicerie. Tu sais, c'est comme d'aller à son sport, même si les enfants sont malades. Il y a un thread sur ça, sur les hommes qui vont aux toilettes puis qui restent longtemps aux toilettes pile quand il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Ben oui, moi, il me reprochait « Hey, tu vas pas gérer quand j'ai chier. » Je dis « Ben, est-ce que tu vas avec ton téléphone? » Parce qu'il y a une différence entre quand tu as envie de faire caca ou tu vas sur la toilette avec ton téléphone. OK? Puis pourquoi ça tombe tout le temps quand il y a une crise? Mais tu sais, on n'est plus là, mais il a quand même fallu réaliser. On s'est pris la tête dernièrement avec mon chum. J'avais planifié une séance photo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de séance photo de famille. Puis tu sais, pour avoir des belles photos en famille, parce que comme c'est moi qui fais tout le temps les photos, je fais pas de photos avec mes enfants. Moi, voilà. J'existe pas, moi. Ouais, de tous les souvenirs, je n'ai jamais ma face dessus. L'invisibilisation dans les photos, c'est quelque chose. Fait que bref, puis bon, après, on s'entend que les photos de cellulaire, c'est pas cool. Donc j'aime ça 1-2 fois par an, aller faire une séance photo, tout le monde en famille. Donc évidemment, il y avait un thème, c'était genre photo de Noël. Fait que j'avais un peu pensé les tenues de tout le monde pour que ça fitte ensemble, que ce soit pas que ce soit un peu joli et tout ça. Puis c'est moi qui avais planifié le rendez-vous. Bon, ok, c'est une photographe que moi je connais, mais tu sais, c'est fou. Moi, je suis immigrante, j'ai un réseau au Québec, ça a pas d'allure. Mon chum, il a pas le tiers du quart, du 10e du réseau que j'ai, alors qu'il est québécois, il est né dans les cantons de l'Est, là où on habite, puis il n'a pas le réseau que j'ai, tu sais. C'est fou, ça dit aussi de la charge sociale, tu sais. Donc, bref, puis là, on devait partir, c'était quand même assez loin, on avait un petit peu de route à faire. Puis là,
il est en train de se tourner la barbe. Puis là, il me dit qu'il doit aller aux toilettes. Fait que moi, j'avais envie de me maquiller un petit peu pour cette séance photo. Fait que j'essaye de me maquiller en même temps que je brosse les dents de ma fille à côté. Puis nanana, puis blablabla. Puis là, au final, on arrive que c'est vraiment l'heure de partir. Puis moi, je suis en bobette avec mes collants et en brassière. Ben, tu racontes ça comme si c'est ton histoire, mais c'est l'histoire de tout le monde. Évidemment. Ça n'a pas d'allure. Et c'est j'ai un facile chum pour lui qui d'être à l'heure. participe, qui nanana, blablabla. Et donc moi, je suis en colère. Là, puis je m'énerve. Je fais comme, sérieusement, c'était maintenant qu'il fallait que tu ailles aux toilettes. Puis j'y suis pour rien. Je fais, putain, t'es resté au moins 25 minutes au chiottes, tu sais. Puis il me dit, oui, mais j'y suis pour rien, j'ai des problèmes de transit. Je fais, là, tu vas m'arrêter avec ça, là, parce que tous les chums de toutes mes copines, de toutes mes clientes ont tous des problèmes de transit. Donc, à un moment donné, si 100% des hommes ont un problème de transit, c'est peut-être que c'est ailleurs que ça se passe. Tu sais, on va arrêter avec ça, là. Et j'étais en colère ce jour-là. Là. Et en plus, en colère, juste avant d'aller faire la photo, c'est un peu popoche, là. Mais donc en plus, j'étais en colère d'être en colère parce que, ben là, tu sais, enfin, tu sais... Enfin, je dois être dans les photos, puis là, c'est pas dans le mood que je voulais. Non, puis c'est j'ai ça. tout préparé, puis ça se passe pas C'est comme ça. je veux. Puis lui, en plus, il se met en colère, tu sais, genre de pourquoi je suis en colère, gaslight, là, un petit peu. Et... Puis dans la voiture, j'ai pris un moment pour souffler. Cette fois-ci, je conduisais pas parce que je voulais me maquiller quand même. Donc, j'ai dit, tu conduis pour qu'au moins je puisse me maquiller. Tu sais, c'est génial, se maquiller en auto, génial. Et donc, et au bout d'un moment, quand j'avais assez soufflé, puis que j'avais réussi à comme réunir toutes mes idées, et puis que ma colère était juste un petit peu passée encore là, mais un petit peu passée, je lui dis, tu sais, tourne ta barbe, là. T'es OK, les toilettes, t'avais peut-être pas le choix. Mais tourne ta barbe, là, que t'as fait juste avant. T'aurais pu le faire rien. Pensez à préparer les habits des enfants. T'aurais pu le faire rien. Tu sais, il y a plein de choses que t'aurais pu faire rien, que le fait que t'ailles aux toilettes même 20 minutes, ça nous aurait pas mis dans marde, sans mauvais jeu de mots, dans le planning, tu sais. Et là, tu sais, le fait que j'avais attendu un peu, puis mon chum, c'est quelqu'un qui est très dans l'intériorité, là. Oh mon Dieu, quand il va entendre, il va dire, tu racontes trop de choses sur ma vie. Il fait comme... On t'aime, Hugo. On t'aime, Mathieu. Ils nous écoutent, les petits maudits, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Ah, moi, mon chum, il écoute tout le temps. OK. Mais attends, je finis. Et là, tu sais, quand je lui ai dit ça, tu sais, genre, c'est moi qui ai tout planifié. Toi, la seule chose que tu avais à faire, c'était t'habiller, puis habiller un des 3 enfants, genre, tu sais, ou 2 des 3 enfants. Et au final, j'ai géré ça en même temps que j'étais en train d'essayer de m'habiller, puis de me mettre bien, puis tout ça. Puis là, il a fait, ouais, c'est vrai, j'ai pas anticipé. Genre, tu sais, pas capable d'anticiper si bol, quoi. Fait que ouais, c'est ça. Oh, moi, je reparle, puis je suis comme énervée à nouveau. Mais c'est tout le temps. Mais c'est réglé, puis je t'aime, Hugo, puis on a mis des belles photos. Tu sais, moi, quand je prenais pas le relais, là, on allait là, en sortie. C'est déjà arrivé qu'on arrive en camping, pas de couche. Ah ouais, ça c'est... Tu sais, avec des bébés en couche. Il a fallu qu'on quête à quelqu'un à l'épicerie une couche, tu sais, parce que là, c'était urgent. Tu sais, on n'avait pas le temps d'aller payer tout. Fait que, tu sais, je trouve ça gros parce qu'on le vit tout le temps. Puis ça, il faut qu'on l'admette. Que si nous, on décide, mettons, de se sécher les cheveux, là, ben, le sac à couche, il n'est pas en train d'être checké. On a-tu assez de couches pour tout le monde? On a-tu du vêtement de rechange? Est-ce qu'il y a les pyjamas parce qu'on va revenir tard ce soir? Est-ce que là, les mitaines sont-tu sèches? Est-ce que tout le monde a son cache-cou? Il y en a qui ont bouillé dans l'auto. Tu sais, c'est comme toutes des choses qu'on finit par tout le temps gérer, puis qu'eux autres, non. Mais eux autres, tu sais, à un moment donné, oui, là. Oui, on est ailleurs, mais c'est des choses qu'il faut qu'on réalise. Oui, on est ailleurs. Il faut qu'on réalise quand même. Fait que là... Mais on est ailleurs parce qu'on le nomme. Parce qu'on le nomme, puis parce qu'il a fallu faire l'effort de le réaliser. Malgré tout l'amour qu'on a pour nos chums. Et qu'ils écoutent et qu'ils fassent des changements. Mais moi, souvent, là, ça va être pas de la première fois. Oui. La première fois que j'ai dit... Souvent, ça va être sur le moment, en colère, je catch de quoi, puis c'est comme, j'explose parce que j'accumule depuis trop longtemps. La deuxième fois, j'ai dit, il n'est pas tout à fait là, il essaie de justifier puis de se défiler. Puis après ça commence à rentrer, puis à un moment donné, il fait « j'ai compris ». Mais c'est pas facile, tu sais, puis c'est pour ça que c'est bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Tu sais, ton histoire de photo, on l'a tout vécu. Ben oui. On l'a tout vécu, puis de savoir qu'on n'est pas tout seul, je trouve que c'est important, puis d'en parler, ça nous rend, on est victime de tout ça. Mais on se victimise pas. Je veux dire, puis là, j'aurais aimé si tu fasses la différence, mais juste avant qu'on tombe là-dedans, je veux juste finir là parce que souvent, on va mettre la pression sur la femme de garder un lien avec le père quand elle vient d'accoucher, par exemple. C'est une grosse pression que la femme a, pauvre gars. Tu sais, pour la sexualité, devoir conjugal existe encore. Le lien priorise le papa, les sorties avec le papa. Fait que là, il y a une maman qui vient de mettre au monde un bébé, puis elle se ramasse déboussolée. Elle n'a pas du tout le soutien qu'elle a besoin, même si quelqu'un est venu t'apporter une lasagne. C'est pas ça, là. Tu sais, on a besoin de bien plus que ça. Fait qu'elle est isolée,
elle existe soudainement plus parce que tout va vers son enfant. Personne ne l'a remplie pour être en mesure de se donner, fait qu'elle s'épuise. Puis, on lui dit, hey, le papa, pauvre lui, faut qu'il garde son rôle là-dedans, faut que tu délègues. Fait que moi, ça, j'aurais aimé ça qu'on en parle parce que ça m'enrage. Puis tant qu'à avoir fait un podcast où est-ce que j'ai ma parole qui est libérée, enrageons-nous. Moi, je trouve ça incroyable à quel point c'est encore la responsabilité de la femme de laisser l'espace à l'homme de prendre sa place. C'est encore la responsabilité de la femme de conserver le lien. Là, le gars, il est comme dans sa petite vie privilégiée. Tu sais, oh, c'est facile autour de moi, tout tourne autour de moi pour me faciliter la vie. Mais on le voit tout le temps, ces réseaux sociaux. Tu sais, pense au papa, pense à ci. Je suis comme. Ah oui, je suis plus capable de ça. Puis ça, je lis plus les l'autorité commentaires. parentale. Hey, on a consulté une thérapeute sociale, là, nous autres, parce qu'on avait besoin d'aide pour en Méridien, justement. Puis elle nous dit l'autorité parentale, quand ton chum dit de quoi, est-ce que tu vas contre? Je dis, pardon? Je vais aller contre si ça n'a pas d'allure. Parce que souvent, j'ai dit non parce que c'est non. Et j'ai dit non parce que c'est non. Moi, j'ai réfléchi, qu'est-ce que ça l'amène? Est-ce que je veux vraiment des enfants obéissants? Est-ce que, dans le sens, je veux qu'ils existent pour convenir mes attentes que j'ai envers eux? Tu sais, c'est comme toutes les choses que moi, j'ai déconstruites. Je veux pas qu'ils aillent les déconstruire plus tard. Fait que, tu sais, non, moi, l'autorité parentale, il n'y en aura pas. Parce que si ça n'a pas de bon sens puis que tu n'as pas réfléchi, tu sais, j'irai pas vers ça. Fait que j'aurais aimé ça qu'on aille un petit peu vers cette charge-là aussi que les femmes ont, puis de réaliser finalement qu'on n'est pas tout seul là-dedans, bien peut-être qu'on va moins le subir aussi, là. Je sais pas si tu as des choses qui ressortent. Non, je suis pas sûre d'avoir compris. T'as pas compris? Je te vois dans ton regard, t'es comme, qu'est-ce qu'elle vient de dire là, elle? Tu comprends pas ce que je veux dire? Non. OK. Par exemple... Ben, je suis pas sûre, en tout cas. T'es pas sûre. Fait que l'autorité... Moi, en tout cas, comment je l'ai vécu, c'est quand un parent prend une décision, Ouais. même si t'es pas pour cette décision-là, pour faire la cohérence dans la famille, il faudrait que je fasse semblant que je suis pour. Moi, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire semblant. J'ai aucune capacité de faire semblant. Je peux pas mentir. Je suis incapable de mentir. C'est vraiment dur pour moi, tout ça. Fait que j'ai dit non à la thérapeute sociale. J'ai dit non, ça arrivera pas. Puis elle, pour elle, c'était mieux pour les enfants qu'on ait cette autorité-là, que quand quelqu'un prend une décision, puis c'est ça, j'y expliquais souvent, s'il prend des décisions, par exemple, que je trouve que ça fonctionne pas avec l'approche développementale qu'on a et non comportementale, bien, je vais pas aller vers ça. On va faire de l'enseignement, on va réfléchir ensemble, on va trouver d'autres solutions, tu sais. Fait qu'il y a toute cette pression-là aussi qu'on devrait accepter l'autorité de quelqu'un qui dit quelque chose qui ne fit pas avec nous, finalement, tu sais. Puis, d'un autre côté, qu'on est responsable de notre relation, comme si ça dépendait de nous de garder un lien quand on est déjà... On est moins rempli qu'on est parce que personne ne nous remplit quand on se donne à notre nouveau-né, par exemple. Ça m'amène à un endroit qui est ailleurs, mais c'est ça qui monte. Moi, je suis comme toi. Si je suis pas d'accord... Ben, tu sais, si je suis moyennement d'accord, tu sais, mais je trouve qu'il y a un truc qui n'a pas d'allure. Je vais dire non, stop, tu sais. Ou non, ou je vais poser une question. Enfin, je vais vraiment être comme toi, mais en fait, ce que tu viens de poser là, ça me ramène vraiment à la petite Cindy, à la Cindy enfant, qui a vécu beaucoup de violence. Puis j'aurais aimé ça qu'il y ait des témoins qui disent stop, cesse. Non, c'est pas correct. Et j'ai eu une prise de conscience très, très récente. Dernièrement, j'ai une émotion dans les derniers mois qui a été très présente, qui est la honte. Pour différents déclencheurs, puis je n'irai pas dans le détail là, tu sais, je ne suis pas à l'aise de le faire, mais cette émotion a été très présente. Puis j'en ai parlé à mes thérapeutes, slash coach, slash amis, slash whatever, personne de confiance. Et il y a quelque chose qui m'a été dit qui a vraiment résonné très fort pour moi, qui était, tu sais, la honte, elle se construit quand on subit quelque chose et qu'il y a un témoin passif. Et là, vraiment, je me suis rappelée de toutes les fois où j'ai été humiliée, battue, et qu'à côté, il y avait un adulte qui ne disait rien, ne faisait rien. Enfin, quand tu as un adulte à côté qui ne dit rien ou qui ne fait rien, bah, tu engrammes la honte parce que tu te dis que c'est toi le problème. Ils sont deux, ils sont d'accord. Fait que c'est toi le problème. Fait que moi, je pense que
qu'effectivement, le fait de dire non, là, c'est pas correct, tu sais, ou là, non, ça correspond pas à ce qu'on veut, tu sais, à son chum ou à sa blonde, parce que ça peut vraiment aller dans les deux sens. Parce qu'on peut aussi parfois juste péter une durite, puis plus être au bon endroit, puis c'est bien que l'autre nous le dise, puis propose du relais. Je pense que ça évite de faire vivre de la honte aux enfants. Ça permet aux enfants de prendre conscience que les adultes peuvent se tromper, que c'est pas eux le problème, que c'est plus complexe que ça se joue dans la relation, qu'on peut parfois être d'accord, parfois pas d'accord. Donc je pense que c'est beaucoup plus d'enseignement de réagir, puis ça m'amène dans beaucoup d'émotions, là. Merci de partager. Mais moi, c'est ça, moi, j'ai pris conscience des violences que j'avais vécues. J'avais 17 ans passés. Parce que l'assistante sociale du lycée, équivalent travailleuse sociale, là, dans les termes, j'ai été convoquée parce que, de ce que j'ai cru comprendre par la suite, c'est des profs qui étaient inquiets pour moi de mes sautes d'humeur, entre guillemets, là. Et pour la première fois, je me suis ouverte à un adulte, je me suis sentie en confiance. Parce qu'en plus, j'ai grandi dans un milieu sectaire où on règle les choses à l'interne, on ne va pas à l'externe et tout ça, y compris des agressions sexuelles. Et l'assistante sociale, je un peu dégueule ça sur sa table, mais avec une candeur. Tu sais, moi, je ne pense pas être victime de violence à ce moment-là. Je pense que j'ai été une mauvaise fille. Je pense que j'ai été une mauvaise personne. Et elle met les mots. Elle dit non. Ce que vous vivez, c'est de la violence et ça n'a pas lieu d'être. Et c'est la première personne qui a été un témoin actif. Mais du coup, ça veut dire que les 17 premières années, j'ai engrammé la honte parce que personne n'a rien dit, personne n'a rien fait, malgré les bleus, malgré des... C'est ça. Fait que non, moi, je pense que... Puis je trouve qu'on va super loin du sujet, mais par rapport à l'exemple que tu donnais spécifiquement, ça fait vraiment sens de s'opposer quand on trouve que ça fait pas sens, justement, et je pense que c'est très sain pour l'enfant. Je pense que c'est très sain de se rendre compte que... Parce que d'adhérer finalement à des choses qui font pas de sens, on se ramasse que notre enfant, là, avec ce que tu témoignes, parce que ça n'a pas besoin d'être aussi loin que ça non plus, mais... Non, on s'entend. L'enfant, il va penser intense chez que nous. C'est lui le problème. Parce qu'on Exactement. est deux adultes en autorité Ouais. qui supportent l'idée qui est le problème. Ouais. Puis là, je viens vraiment de parler avec ma voix de la petite Cindy et pas la voix de ma Cindy mère on l'a féministe et entendu, ta voix badass, là. changer. Ouais. Ouais, c'est ailleurs dans la voix. Vraiment, ouais. Ouais. Ah, et t'étais pas censée m'amener dans des zones d'émotion comme ça, là. Écoute, c'était pas prévu. Merci de le partager parce que je pense vraiment qu'au bout du compte, mon Dieu, Cindy. Ça va, c'est correct. Oui, c'est correct parce qu'on va fermer le micro puis on s'en reparle après, OK? Mais regarde, on va le conclure. De toute façon, on t'est rendu là. Ben oui, c'est parfait. OK. Là, la sororité, pour moi, je veux dire pour moi, puis analyse, puis après ça, je veux que tu conclues, toi, OK? La communauté, le village, la sororité, de s'unir entre nous, qu'est-ce que ça peut apporter? Selon moi, c'est de normaliser un peu des vécus. C'est de réaliser des vécus qui ne sont pas normaux, qu'on a peut-être développé de la honte, qui finalement, on était victime. Être victime, c'est pas une mauvaise chose, c'est un fait, point. Ah, tu nous as pas parlé de c'est quoi? victimiser par rapport aux hommes. Mais souvent, on conclura plus tard, souvent, là, victimiser, tu sais, c'est tu sais, qu'est-ce que j'entends? Les gens qui se victimisent, c'est beaucoup les gens qui vont tout le temps se plaindre, mettons, ou tout le temps revenir sur un événement, puis tout le temps focusser sur quelque chose de mal qui est arrivé. Je sais pas si tu as ton opinion à dire là-dessus. Sur quoi exactement? C'est ça. Fait que dans le fond, souvent, tu sais, victimiser, quand on est victime, mettons, j'ai été victime d'abus, OK? Puis, on est toujours, moi, j'ai vécu des abus, je peux pas ci, je peux pas ça, ou ça nous limite finalement dans la vie. Tu sais, les coachs, justement, qu'on voit, puis je t'en avais envoyé une publication parce qu'il y a un coach très populaire qui avait écrit « Moi, je ne coache pas les victimes ». C'était d'une violence incroyable. Extrêmement, extrêmement violent. J'aurais aimé ça que tu en parles de ça. Ouais. C'est-à-dire, pas précise ta question parce que je peux partir dans tous les sens, là. En fait, on va partir de ce coach-là.
qu'est-ce que tu penses qu'ils croient en disant ça? Pourquoi qu'ils pensent que c'est une bonne chose de dire, moi, je ne traite pas les victimes, je ne travaille pas avec les victimes? Puis pourquoi que dans la communauté en général, la victimisation, tu sais, pourquoi c'est si mal vu que ça? Parce que assumer être victime, c'est assumer de la vulnérabilité. C'est être capable de descendre dans l'émotion. C'est capable de témoigner de certaines horreurs de notre société. C'est être capable de voir les choses en face. Pour moi, c'est être capable de reconnaître qu'on a été victime. C'est extrêmement puissant, en fait, et libérateur. Mais c'est pas vu comme ça, je pense, par la majorité. Puis on va dire qu'une personne se comporte comme une victime parce qu'elle est toujours en train de se cacher derrière des choses, etc. Puis je dis pas, hein, parfois on se donne des fausses excuses dans la vie, mais est-ce que c'est lié à être victime? Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que parfois on se donne un peu des fausses excuses parce qu'on procrastine ou whatever, etc. Là. Est-ce que ça a quoi que ce soit à voir avec être victime? Non, pas en tout. C'est deux choses complètement différentes. Puis une personne qui a été victime d'un abus quelconque et qui revient, qui en parle souvent, c'est parce qu'elle est en train, c'est ma vision des choses en tout cas, d'exorciser ça. Et elle a besoin. Et c'est parce qu'elle n'a pas trouvé d'espace où pouvoir le faire. Donc si toi, tu peux pas lui offrir d'espace, tant mieux. C'est bien de reconnaître tes limites aussi. Hein. Monsieur en question, tu n'es pas capable de le faire. Mais par contre, réfère le monde aux bonnes personnes pour qu'ils trouvent un espace. Réfère le monde à des travailleuses, des travailleurs sociaux. Réfère le monde à des organismes communautaires. Mais il faut avoir un espace où on peut être reconnu comme victime quand on a été victime, tu sais. Fait que moi, là, ces espèces de trucs de « agis pas comme une victime » et tout ça, là, je suis comme « arrêtez donc, vous connaissez rien à c'est quoi être une victime ». En fait, vous parlez de quelque chose que vous avez aucune idée c'est quoi. C'est ça. Ben, je trouve ça bien. Puis là, on revient à la conclusion. T'es prête? Mm-hmm. La deuxième, fait qu'il en manque une troisième après. Mais c'est ça, tu sais, d'avoir cet espace-là. Est-ce qu'on est entouré d'un monde où on peut vraiment venir deep en dedans de nous, partager? Est-ce qu'on a cet espace-là? Est-ce qu'on a un espace autour de nous où les gens viennent nous nourrir réellement, profondément? Ou est-ce qu'on est toujours en train de correspondre aux attentes qu'on a de nous? Fait que pour moi, c'est ça la sororité, c'est ça la communauté, c'est ça le village. C'est l'espace qu'on a autour de nous pour être nous-mêmes, vulnérablement, profondément. Puis je ne sais pas si tu as envie de conclure sur notre épisode sororité, quelque chose qui te touche. Oui, ben en fait, j'étais en train de rechercher un post que j'ai fait récemment où je parlais de ça. Puis tu sais, on n'en a pas parlé, mais ce post, je le commençais en disant « Je te partage ma version de la sororité, très loin des versions édulcorées des films hollywoodiens ou de la projection New Age, là où tu vois toutes des femmes habillées tout en blanc, super belles, super minces, avec des fleurs dans les cheveux. » Parfois, c'est un peu ça aussi l'image qu'on se fait. Pour moi, la sororité, on est très loin de ça. C'est juste comme des vraies personnes qui sont ensemble, qui se parlent, qui créent un lien, puis qui créent un nous. Puis c'est ça que je disais. Pour moi, la sororité, je vais carrément le lire, ça va être plus facile pour moi. Pour moi, la sororité, c'est une invitation à créer un nous collectif et intentionnel qui relie et est en puissance, tant individuellement que collectivement. Pour créer ce nous intentionnel, il est nécessaire de créer des bulles en dehors du quotidien, des bulles d'air en dehors de nos vies dans lesquelles nous sommes sans cesse enjointes à la performance et à la compétition. C'est cet espace-là que je crée, en fait, avec mes cercles. Et puis, quand je crois être la seule à vivre telle ou telle situation et que je me relie à beaucoup d'autres personnes qui vivent la même situation, alors je prends conscience de l'ampleur de la situation et de sa dimension systémique. C'est un point d'ancrage pour reprendre pouvoir, agir pour soi, agir ensemble, pour tous, pour toutes. Fait que c'est ça, moi, je trouve qu'on a besoin de créer dans des espaces de sororité, d'adelphité. Adelphité, c'est comme sororité ou fraternité, mais non genrée, là, pour les personnes qui écouteraient et qui ne sauraient pas. C'est vraiment d'entrer en résonance avec d'autres personnes. Puis c'est pas d'aller chialer, c'est pas d'aller faire sa victime. C'est de consolider ces réalités-là qu'on a vécues pour mieux connaître l'ampleur des enjeux qu'on traverse et agir dessus. Pour soi, mais pour nous, pour les générations qui arrivent après. Pour nos enfants. Exactement. Donc, pour moi, ces espaces de sororité, ces cercles de parole, ces cercles d'empuissancement, c'est, j'ai envie de dire, presque une étape de l'action collective. C'est de l'action politique par la suite.
Merci, Cindy. Merci à toi, Mélanie. On est allé partout sur où est-ce qu'on croyait aller, mais j'ai hâte de voir les répercussions. Puis encore une fois, les filles, dites-nous si vous avez la chance d'avoir ce genre de cercle-là, puis ayez le courage de faire la douloureuse réalisation que vous ne l'avez peut-être pas. T'sais. Moi, ça a été ça aussi, là, dans mes grosses crises existentielles des dernières années, de réaliser que je n'avais pas ce cercle-là autour de moi vraiment. Je l'avais sous condition de ma performance, je l'avais sous condition de ma beauté, je l'avais sous condition de beaucoup de choses et non pas réellement pour qui j'étais. Fait que c'est dur, hein? C'est dur, mais je vous le souhaite quand même. Donc, faisons tout ce bout de chemin-là ensemble, puis on est là, les filles. Si vous avez des commentaires, on a hâte de vous lire.